Bonjour à tous. Alors Benoît le disait, notre objectif sur l'année 2012 est d'être numéro 1 dans un maximum de segments et nous pensons que nous serons également numéro 1 sur le marché professionnel, notamment sur le marché très professionnel, puisque nous vous annonçons aujourd'hui un boîtier Nikon D4 qui devrait faire une belle révolution. Alors ce Nikon D4, il va venir remplacer dans la gamme actuelle que vous voyez ici, qui est constituée du D300S sur un format DX, donc petit capteur, 16-24 mm, avec ensuite le D700, le D3S et le D3X. Le D4 va donc venir remplacer naturellement le D3S et se positionner ainsi dans la gamme. Il va évidemment s'appuyer sur les résultats, les développements qui ont été apportés avec la série des boîtiers D3 et D3S, des boîtiers qui ont révolutionné la manière de photographier. Beaucoup de photographes ont eu des résultats à la fois en termes de photographie, mais également en termes de prise de vue, que ce soit sur des cadences ou que ce soit sur des sensibilités extrêmement élevées. Le D3 leur a permis de décupler la manière de réaliser leur photographie et nous avons capitalisé sur le D3 pour faire le développement du D4. Avant de rentrer dans les détails, je vous propose une brève présentation sous forme de vidéo qui va vous donner un tour d'horizon des fonctionnalités du D4. Voilà, donc vous avez pu faire un 360 degrés du Nikon D4 pour voir l'ergonomie, pour voir aussi un certain nombre de fonctionnalités qui vous ont été présentées. On va rentrer en détail dans ces fonctionnalités, mais avant de rentrer en détail, je voudrais vous donner les 4 axes majeurs qui ont permis le développement de ce Nikon D4. Le premier, c'est que nous avons souhaité que ce nouveau boîtier, soit le boîtier Nikon le plus véloce jamais conçu, donc à la fois en termes de cadence rafale, en termes de gestion de l'autofocus, en termes de gestion des quantités d'informations générées par le traitement d'image. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous avons beaucoup développé l'intelligence de l'autofocus. On sait que le but de l'autofocus, c'est de faire le point, mais les sujets sont extrêmement complexes. Donc nous avons développé une intelligence autour du système autofocus pour permettre aux photographes d'être épaulés dans la réalisation du point sur des sujets les plus complexes possibles. Nous avons aussi beaucoup travaillé sur le flux de production et sur en fait, l'intégration du boîtier Nikon D4 dans le flux de production. Aujourd'hui, les photographes participent à des événements sportifs, par exemple, dans lesquels le boîtier est un élément, mais n'est pas le but en soi. L'image est réalisée par un photographe, mais ensuite l'image doit partir dans un flux de production pour être éditée, pour être transférée, etc. Et ce point-là était vraiment au cœur de nos préoccupations pour le développement du Nikon D4. Et le quatrième point concerne la vidéo. Vous allez voir que le Nikon D4 concentre dans un réflexe des développements sur des possibilités en termes de vidéo qui sont extrêmement novateurs et qui vont mettre le Nikon D4 au cœur de production vidéographique, voire cinématographique. Le D3, de par ses possibilités en haute sensibilité, avait permis aux photographes de les libérer d'un certain nombre de contraintes, notamment en termes de sensibilité. Les hautes sensibilités que proposait le D3 permettaient aux photographes de travailler dans des conditions beaucoup plus confortables qu'au préalable. L'idée du D4, c'est vraiment de repousser encore ces limites. Alors, voici un des exemples clés d'utilisateurs qui pourraient utiliser le D4,
les photographes de presse qui sont au cœur des événements majeurs, des événements sportifs, qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, qui ont des sujets qui sont extrêmement mobiles, sur lesquels la mise au point doit être faite très très rapidement, qui décrivent des déplacements de sujets extrêmement précis également, qui nécessitent d'avoir des cadences rafales extrêmement élevées, et qui ont surtout des besoins de transmission d'images qui doivent se faire dans des temps complètement records. Alors on va dire, là c'est un exemple particulier d'utilisateur, c'est peut-être l'exemple le plus frappant qui a été en tête des designers de Nikon pour concevoir le Nikon D4, mais bien évidemment le Nikon D4, comme l'a été le Nikon D3, de par la polyvalence des fonctionnalités qu'il propose, va s'orienter vers des cibles différentes, comme de l'animalier, comme du corporate, de la publicité, voire aujourd'hui de la vidéo, voire du cinéma. Alors rentrons en détail dans les fonctionnalités du D4 en commençant par un élément essentiel sur ce type de boîtier, la robustesse, la construction. Ce sont des boîtiers qui doivent permettre de travailler dans des conditions extrêmement difficiles de prise de vue, avec des températures extrêmement élevées ou extrêmement basses, avec de la poussière, etc., avec des chocs éventuellement. Donc le premier élément, eh bien, c'est la conception en alliage de magnésium du boîtier, où il y a certains boîtiers qui n'ont que la partie supérieure qui est en alliage de magnésium. Eh bien, les boîtiers de ce type, notamment le Nikon D4, l'ensemble du châssis est réalisé en boîtier en alliage de magnésium, et jusqu'à la cage d'obturation, tout l'alliage de magnésium est vraiment situé sur la totalité du réflexe. Nous avons évidemment posé des joints d'étanchéité sur toutes les intrusions possibles du boîtier en termes de poussière, en termes d'humidité, pour permettre au photographe de travailler dans les conditions les plus extrêmes. Et puis l'écran, qui est une vitre, qui est donc susceptible d'être choqué assez facilement dans le travail des photographes, eh bien, nous avons augmenté sa résistance et nous avons également fait en sorte qu'il y ait une réflexion qui soit particulièrement minimisée pour augmenter la transmission des informations données par l'écran pour avoir une meilleure lisibilité. Le capteur, qui est au cœur du système, bien évidemment. C'est lui qui reçoit la lumière après que la lumière ait traversé l'objectif. Ce capteur est constitué de 16 millions de pixels. C'est pour nous un excellent compromis aujourd'hui quand on pense aux besoins en définition, c'est-à-dire la capacité au système de rendre des fins détails que le photographe souhaite donner à son image, mais également dans l'optique de se dire nous avons besoin de faire beaucoup d'images à la seconde et donc de générer beaucoup de données à la seconde. Et tout ça avec le moins de compromis possible sur la sensibilité pour permettre d'avoir de la souplesse également dans les basses lumières. Bien évidemment, c'est un boîtier au format FX, mais nous avons conservé les options que nous avions sur un D3 avec des possibilités de simuler des focales un peu supérieures, avec donc des options de recadrage d'un rapport de focale de 1,2, ce qui n'existait pas au préalable, et bien évidemment le recadrage au format DX, donc avec un rapport de focale de 1,5. En termes d'ergonomie, nous avons beaucoup travaillé dans l'optique de favoriser l'instinct du photographe. Les photographes qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles et qui doivent avoir un boîtier qui répond de manière instinctive à leurs besoins, nous avons fait en sorte à la fois de poser des nouvelles commandes, donc notamment une nouvelle commande ici qui va permettre de piloter de manière extrêmement fluide les collimateurs lorsque le photographe souhaite les piloter de manière manuelle. Mais également, nous avons travaillé sur la position relative de chacune de ces commandes. Vous voyez que si vous prenez cette nouvelle commande, la commande d'activation de l'autofocus et la molette arrière, si vous regardez la position horizontale par rapport à la position verticale, eh bien la position relative de ces commandes est identique. Donc travailler en horizontal, travailler en vertical, il y a beaucoup de photographes qui sont obligés d'alterner de manière systématique dans une même production, va apporter un confort extrêmement important et donc augmenter la précision de la prise de vue. Et puis, toujours dans l'optique de travailler dans des conditions extrêmes, certains photographes travaillent en très basse lumière, dans des lumières qui sont tellement basses qu'il devient difficile de voir ce qui est écrit à l'arrière du boîtier. Eh bien, nous proposons sur ce Nikon D4 la possibilité d'avoir
un rétroéclairage et qui va donc carrément permettre de travailler et de continuer à positionner, à faire ses choix de paramétrage, même dans l'obscurité la plus totale. Alors on parlait du capteur tout à l'heure comme étant le cœur du boîtier. Il y a un deuxième cœur au Nikon D4, c'est l'X-Speed, c'est le traitement d'image. L'X-Speed englobe à la fois le choix du microprocesseur qui va réaliser le traitement d'image, mais également toute l'algorithmie, toute l'intelligence qui va permettre de réaliser l'image à partir des données issues du capteur. Donc ce traitement d'image qui tient compte de la chromie, qui va évaluer la luminosité ambiante, qui va donc avoir des conséquences sur la sensibilité, etc., travaille à la fois pour la photo et pour la vidéo et va notamment déterminer jusqu'à quelle sensibilité le photographe souhaite ou a besoin de travailler. C'était un des éléments clés du développement du D3. Nous avons étendu les possibilités avec le Nikon D4, puisque là où le D3 s'arrêtait à peu près à 100 000 ISO, un petit peu plus de 100 000 ISO, bien aujourd'hui, le Nikon D4 va aller au-delà de 200 000 ISO. La sensibilité intrinsèque du capteur, elle est de 100 ISO, avec la possibilité de monter en sensibilité, notamment jusqu'à 12 800 ISO, c'est ce que nous appelons les sensibilités standards, mais nous avons développé la possibilité d'aller au-delà avec 4 paliers supplémentaires, donc jusqu'à plus de 200 000 ISO. Et ce qui est important aussi, c'est que l'ensemble des fonctionnalités que nous proposons dans le Nikon D4 a une très grande cohérence, c'est-à-dire que nous avons la possibilité d'aller dans les sensibilités élevées, nous avons la possibilité d'utiliser des cadences rafales extrêmement rapides, mais tout cela se fait sans compromis sur la possibilité de traiter des images. Notamment, il est possible d'utiliser des images qui sont extrêmement gourmandes en traitement d'image, comme l'activation de la réduction de bruit, comme la fonction d'Active Delighting qui permet d'étendre la dynamique de l'image. Tout ceci se fait sans ralentissement de la cadence. Alors l'autofocus, qui a fait ses preuves sur les boîtiers D3 et D3S, nous l'avons encore développé, nous avons augmenté notamment toute l'intelligence qui permet de piloter les systèmes autofocus, notamment grâce au système de reconnaissance de scène. Alors le système de reconnaissance de scène que nous avons introduit avec le D3, il est basé sur un autre capteur que le capteur autofocus, c'est historiquement la cellule du boîtier, la cellule qui permet d'évaluer quelle est la quantité de lumière et quels sont les paramètres de prise de vue, ouverture et diaphragme. Et bien cette cellule qui était de 1000 points sur un D3, elle est aujourd'hui de 91 000 points. Donc vous imaginez tout de suite la finesse d'analyse, la finesse de reconnaissance de sujets. Là où un D3 pouvait éventuellement évaluer des formes, eh bien sur un D4, on va carrément pouvoir détecter un visage, des yeux, un nez, une bouche, et donc aider le système autofocus à réaliser le point directement sur un visage. On va donc informer le système autofocus de la reconnaissance de ce visage et permettre à l'autofocus de faire directement le point au bon endroit. Le système autofocus lui-même, le capteur autofocus, qui a le nom de Multicam 3500 FX et qui est composé de 51 collimateurs, ce qui était le cas sur un D3 ou sur un D3S, a encore évolué, puisqu'aujourd'hui, ce système possède 11 collimateurs qui sont beaucoup plus sensibles que ne l'étaient ceux des D3 et des D3S. Ces 11 collimateurs sont compatibles avec une ouverture relative du système optique de f8. C'est-à-dire que si vous travaillez avec un 600 mm ou un 200-400, dont l'ouverture maximale est de f4, si vous positionnez un doubleur de focale, l'ouverture relative devient f8, et bien l'ensemble de ces 11 collimateurs qui sont extrêmement sensibles vont permettre au système autofocus de travailler dans les meilleures conditions. C'est important le développement que nous avons fait sur l'autofocus par rapport à la sensibilité, parce que les développements que nous avions fait sur les D3 en termes de sensibilité pour l'image, nous les avons augmentés sur le D4, mais nous avons aujourd'hui une grande cohérence entre les possibilités de D4 en sensibilité pour l'image et les possibilités du D4 en sensibilité par rapport à l'autofocus. Donc là où le D4 réalise l'image, eh bien, il fait également le point et on n'est pas obligé de le faire manuellement. Ce système autofocus, qui est extrêmement véloce également, va être compatible avec des cadences rafales jusqu'à 10 vues par seconde. Donc une belle augmentation par rapport à ce qui était disponible sur un D3 et qui va donc permettre de faire du suivi du sujet malgré des cadences extrêmement rapides. L'obturateur, lui,
Je disais que le système autofocus était capable de suivre le sujet sur 10 images par seconde. L'obturateur, lui, a aussi la capacité d'aller encore au-delà des 10 vues par seconde. Il peut aller jusqu'à 11 vues par seconde. Donc dans ce mode-là, l'autofocus ne sera plus actif. Ce qui est important également, c'est que nous avons travaillé sur la résistance, l'endurance du système d'obturation, ce qui est désormais, nous l'avons testé sur 400 000 déclenchements. Mais nous avons aussi travaillé sur la cinématique, c'est-à-dire les engrenages, toute la partie mécanique pure de l'obturateur. Nous l'avons retravaillé parce qu'avec le développement de la visée Live View, donc avec l'écran arrière, qui sollicite énormément l'obturateur dans sa position ouverte, mais également avec la vidéo qui nécessite d'avoir un obturateur en position ouverte, il était important que cette position d'obturation ouverte soit naturelle finalement sur un D4, ce qui ne l'était pas forcément sur les boîtiers précédents et qui, en général, générait de la consommation pour le boîtier et donc diminuer la durée d'utilisation de la batterie. Donc nous avons beaucoup travaillé sur cette cinématique-là et notamment avoir une position d'obturateur ouvert avec le miroir relevé et la possibilité notamment de changer de diaphragme, ce qui est nécessaire en vidéo, est maintenant complètement disponible puisque nous avons rendu ces 3 éléments complètement dissociés sur la mécanique de l'obturation. Je le disais tout à l'heure, le flux de production était un des 4 axes majeurs du développement du Nikon D4. Alors, un des premiers éléments qui participent au flux de production, c'est comment sont enregistrées les images, photos ou vidéos. Et bien, notamment sur la carte Compact Flash, vous voyez qu'on a 2 compartiments ici sur le D4. Un compartiment carte Compact Flash compatible avec la dernière norme UDMA 7. Et puis, nous avons voulu placer le Nikon D4 au cœur de l'innovation. Il y a un nouveau format de carte XQD vient d'être lancé aujourd'hui. Le D4 est compatible avec cette carte qui est extrêmement rapide, beaucoup plus rapide que la carte Compact Flash et qui a des promesses de capacité également beaucoup plus importantes que ne l'est la Compact Flash aujourd'hui. La prise Ethernet, qui est un élément important lorsque les boîtiers sont considérés comme des périphériques sur un système informatique, ce qui est le cas des grands événements sportifs, eh bien, maintenant la prise Ethernet est directement disponible, elle est embarquée sur le boîtier avec une prise RJ45. Un gros développement a été réalisé sur le Wi-Fi, la possibilité de transmettre des images ou de piloter le boîtier à distance sans câble, via un nouveau module qui s'appelle le WT5, qui va avoir plusieurs fonctionnalités. Alors, on peut utiliser le WT5 comme on l'a utilisé sur un WT4, c'est-à-dire en mode FTP, par exemple, envoyer des images sur un serveur FTP ou piloter le boîtier à distance avec le logiciel Camera Control Pro. Là où nous avons beaucoup développé le système, c'est que grâce au WT5, lui-même peut être considéré comme un serveur HTTP. À partir du moment où vous établissez donc un serveur HTTP avec ce petit module qui est vraiment extrêmement petit, qui se loge sur le côté gauche de l'appareil, eh bien n'importe quel périphérique doté d'un navigateur va pouvoir se connecter sur ce module Wi-Fi. Donc bien sûr un ordinateur, mais également un smartphone et une tablette, pourquoi pas. À partir du moment où le navigateur ou le système s'est connecté au Wi-Fi réalisé par le WT5, grâce au navigateur, on va pouvoir accéder à l'information envoyée par le WT5 et donc avoir une interface qui va nous permettre de piloter la vitesse, le diaphragme, déclencher la photo et avoir la visibilité sur les images qui sont réalisées sur le boîtier. Et le dernier élément important sur le développement du Wi-Fi, c'est que si vous imaginez 10 boîtiers Nikon D4, chacun étant équipé du WT5, eh bien le déclenchement d'un boîtier va permettre le déclenchement de l'ensemble des boîtiers et donc va permettre d'avoir des applications, notamment ce qui s'appelle le bullet point, donc l'effet matrix où on voit un sujet sur un 360 degrés, ou alors des possibilités en 3D à partir du moment où on déclenche plusieurs boîtiers en même temps. J'aurais pu mettre cet élément en tête du flux de production, puisque c'est un élément qui va être placé en amont de la prise de vue. Les données IPTC, ce sont les éléments qui permettent de légender une image, de savoir quel est le lieu de prise de vue, de quoi il s'agit, qui est le photographe qui a réalisé cette image-là. Ce sont des données qui sont très très importantes pour donner un sens à l'image. Ces données IPTC, jusqu'alors, elles étaient réalisées par des éditeurs après la prise de vue. Quelqu'un venait, prenait les images et rajoutait les légendes IPTC après la prise de vue. Et bien désormais,
nous avons la possibilité de pré-programmer plusieurs données IPTC, de les insérer dans le boîtier et le photographe peut à demeure choisir laquelle utiliser. Et ces informations IPTC seront ajoutées à la volée au moment de la prise de vue et seront donc ajoutées à toutes les images qui auront été réalisées avec les données IPTC précises. Le quatrième point sur le développement ou sur les aspects majeurs du développement du Nikon D4, c'est bien évidemment la vidéo. Alors une vidéo qui sera en Full HD, 1080p, avec des options de cadence rafale de 24, 25, 30 images par seconde. Aussi la possibilité en 720p d'aller au-delà, à 50 et 60 images par seconde. Mais ce qui est important, c'est que de par les études que nous avons réalisées et le relationnel que nous avons pu avoir avec des photographes d'une part et avec des vidéastes d'autre part, c'est que nous avons identifié deux axes de prise de vue majeurs en termes de vidéo. Un axe qu'on va dire nomade, un flux nomade, on va essayer d'avoir un encombrement le plus petit possible où typiquement les vidéos vont être enregistrées sur la carte. Alors ce seront des vidéos qui seront enregistrées de manière compressée au format .mov avec une compression H264 dans le but d'avoir un encombrement minimum et d'avoir des images qui soient directement disponibles sur la carte. L'autre possibilité, c'est de travailler en flux non compressé. C'est un système qui va nous permettre de monter extrêmement en gamme en termes de qualité de vidéo. Là où dans le flux nomade, les vidéos enregistrées avaient la richesse d'informations de 4, 2, 0, eh bien les données provenant du flux non compressé, c'est-à-dire via la sortie HDMI, seront en 4, 2, 2. Donc une richesse d'informations extrêmement importante, beaucoup plus importante que sur le flux nomade lorsqu'on enregistre sur la carte. Le deuxième élément important du flux non compressé, comme son nom l'indique, c'est qu'il n'y aura pas de compression et donc on aura un fichier, une qualité d'image qui sera brute de capteur. Il n'y aura pas de travail de compression réalisé sur les images. De par le fait que ces informations sortent par le flux HDMI, eh bien nous ne serons pas limités en temps. Nous aurons la possibilité de faire du streaming pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Et également le fait que cette information-là soit live, c'est-à-dire qu'on peut faire du streaming en direct. Autre élément majeur sur la vidéo, c'est que nous savons que dans les productions vidéo ou cinématographiques, eh bien, plusieurs caméras sont utilisées pour réaliser des plans différents. Il y a une caméra sur petit capteur, il y a la caméra Super 35 par exemple, et puis éventuellement des DSLR, dont l'intérêt est aujourd'hui d'avoir un capteur au format 24-36, qui a des gros avantages en termes d'esthétique, puisque ça délivre une image avec une faible profondeur de champ, mais on le sait, en termes de mise au point, c'est beaucoup plus difficile à réaliser. Alors, ce que nous avons voulu proposer avec le Nikon D4, eh bien, c'est proposer différents types de caméras dans un seul boîtier. Donc, on pourra réaliser des vidéos au format FX 24-36. On pourra réaliser des vidéos au format DX de chez Nikon, ce qui correspond au cinéma, au format cinéma Super 35. Et également un format de capteur beaucoup plus restreint, avec un rapport de multiplication de focale de 2,7, dont l'intérêt est que l'image sera réalisée pour un photosite pris du capteur, on aura un pixel image. Donc on aura une qualité d'information qui sera encore meilleure. Et bien évidemment, sans audio, la vidéo n'est pas grand-chose. Nous avons beaucoup travaillé sur les paramètres audio disponibles dans la vidéo. Nous avions déjà la prise micro sur un D3S. Nous avons permis également de monitorer de manière beaucoup plus importante l'enregistrement de la vidéo et l'écoute sur la vidéo. Donc vous avez notamment la possibilité d'avoir un retour casque, ce qui permet d'avoir un retour permanent de ce qui est enregistré sur le Nikon D4, mais également de manière visuelle, il y a un vumètre qui est disponible pendant la vidéo et qui permet d'évaluer où on en est en termes de vidéo. Alors à la fin de la présentation, nous vous présenterons une vidéo qui a été réalisée au Nikon D4 et qui vous montrera tous les potentiels qui ont été réalisés, qui ont été permis grâce à ce développement vidéo sur ce nouveau boîtier. Alors j'en viens maintenant à la disponibilité du boîtier, où, quand, comment et à quel prix. Au préalable, nous invitons l'ensemble des photographes intéressés par ce boîtier à réaliser une précommande sur le site nikonpro.fr, un site qui sera développé juste après par Ludovic Dréan.
Le boîtier lui-même sera disponible à partir du 16 février, c'est-à-dire dans un petit peu moins d'un mois et demi, dans un gros mois on va dire. Disponible dans le réseau agréé de la distribution sélective, un ensemble de réseaux extrêmement qualitatifs qui ont des obligations en termes de disponibilité de matériel, de démonstration. Ce sont des points de vente qui sont formés par Nikon, donc qui ont un niveau de service extrêmement élevé. Et le boîtier sera proposé au prix de 5 799 € TTC. Alors je profite de ces éléments pour vous dire qu'également aujourd'hui nous annonçons un nouvel objectif au format FX, un AFS 85 mm à ouverture 1,8 qui sera disponible le 22 mars à 529 €. Voilà pour la présentation du Nikon D4. Vous savez que chez Nikon, au-delà des produits, nous avons également beaucoup de développement sur le service. C'est quelque chose qui est important dans le relationnel de la marque par rapport aux photographes, dans ce que nous pouvons leur apporter et dans surtout les retours qu'ils peuvent nous faire pour participer au développement de nos produits. Alors nous vous l'avions dit tout à l'heure, pendant la présentation du Nikon D4, c'est le moment de voir une vidéo réalisée avec le Nikon D4. Mais juste avant cela, la conférence a été retransmise en direct sur Internet depuis le départ. Et cette conférence a été réalisée au Nikon D4. Vous avez donc, pour ceux qui sont dans la salle, 3 Nikon D4 qui sont derrière vous, qui sont reliés par la prise HDMI à l'Internet. Pour ceux qui nous suivent sur Internet, vous devez pouvoir voir maintenant qu'un D4 est en train d'être filmé par un autre. Donc un des exemples d'application de ce que permet aujourd'hui le D4. Tout ça a été réalisé avec des boîtiers de pré-série, je dois vous le dire. Et donc j'en profite pour remercier les internautes qui nous ont suivis pendant cette conférence. Place maintenant à la vidéo. Une vidéo qui a été réalisée aux États-Unis par un photographe vidéaste qui s'appelle Corey Rich. Et cette vidéo a également été réalisée, bien évidemment, entièrement au Nikon D4, un boîtier de pré-série. Voilà, place à la vidéo et à tout à l'heure. I think I learned how to kayak long before I learned how to talk and walk, that's for sure. I'm not sure I agree with the quote that it's all about the journey, because for me there's a competitive aspect that I'm a racer and I love to win. I wouldn't say that I'm trying to prove something to people or that I'm trying to prove something to myself, really. I mean, but I'm sure there's a little bit of both. When I was growing up, we lived in an RV, and we were always parked by a river because we would just go wherever my dad wanted to kayak. I was born directly into the sport of kayaking. And I specialize in long-distance mountain biking. What it means is that I ride my bike for a really long time, and a 10-hour race would be a short race for me. A race or an event where I get to sleep in my own bed that night is a sprint. Basically, soloing is just rock climbing without a rope, without protection. It's basically the most distilled type of climbing. I think the beauty of soloing is that it's just so simple. You just go out by yourself with your shoes and your chalk bag and you climb it. In my world, the only constant is that there's no constant. When I'm at a rapid or a waterfall, I may pick my line, but it's never the same, it's always changing. I do have a suffering skill. My nickname's the Queen of Pain. I kind of put my head down and turn the voices inside my head off. It takes hours and days to kind of strip away all the exterior to kind of find out who you are as a person.
Yeah, there's no real ritual associated with soloing. I just put on my shoes, I chalk up, and I rock climb. To me, the definition of the zone is when you don't feel the burning in your legs, you don't hear your heart rate. So you're basically just on autopilot and everything seems easy. When all the movements just feel so crisp and precise and perfect, you don't feel pain in your fingers as much. You can really like torque on them super hard. And I mean, you just feel stronger a lot of the time. Whenever I'm coming up to the lip of a big waterfall, everything else goes blank. I'm just focusing on what I need to do. It's a big question to ask why I soloed. I mean, part of it is the challenge, like the fact that it's hard, the fact that it demands a lot from you. And part of it's just the simplicity of soloing is really appealing to it. It's just you and the route and climbing. I don't think there are that many things in life that require the 100% focus that you get out of soloing. You know, it's kind of like the most pure form of climbing, really. One of the main reasons I kayak is just the awe of finding new, beautiful places. It's the feeling of being somewhere new that nobody else has ever been or you've never been, and just the beauty of what's happening around you. I kayak because it allows me to be who I want to be. I'm always afraid at some point. Without the fear, it wouldn't be the same. Overcoming the fear is what really makes kayaking amazing. And people have asked me why I do this over and over again, and the best thing I've come up with is because I have to. I don't know how to live my life any other way. I do this because I love it, and I'm inspired by the places that I go. I feel this need to explore and to be somewhere new and see what's around the next corner. Yeah, I guess every once in a while you have those moments where you're like, this is really magical, this is awesome. Without kayaking, I don't know where my life would be. It definitely wouldn't be the same. It just drives my life. Tapping into who I am as a person is something that I need to do on a regular basis, because you never really get to that place in normal life. And that's the point where it's perfect. It's nirvana.